Place à présent notre feuilleton de la semaine qui célèbre un anniversaire, celui du pont de Saint-Nazaire qui fête ses 35 ans. Lors de sa mise en service le 18 octobre 1975, ce pont battait le record mondial du plus long pont à Auban. Thierry Bercot et Jean-Marc Lallier ont retrouvé des ouvriers et ingénieurs qui ont participé à sa construction. L'action commence un matin de juillet 1972 par la réalisation des fondations. Premier travail, les fondations des piles principales encadrant le chenal de navigation. Le pont de Saint-Nazaire leur a donné bien du mal. 35 ans après, Daniel et Jean se souviennent encore du chantier. Ils étaient chargés d'ancrer les piles dans le rocher sur 2 ou 3 mètres. Il fallait donc traverser la vase sur 10 ou 40 mètres, selon le lit de la Loire. Puis, ils devaient enfoncer des pieux métalliques dans le gneiss, une roche de qualité variable. Pour travailler, ils étaient sur des pontons au milieu du fleuve avec un fort courant. On ne se rend pas compte du courant qu'il y a quand on est en bateau. On avance à une certaine vitesse. Là, le ponton ne bouge pas et l'eau tout autour défile à quelques 2 nœuds. Donc, s'il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, il faut faire très vite pour le récupérer. Quand c'est de nuit, quand on n'y voit pas, quand il y a du brouillard, c'était assez impressionnant. Couler le béton immergé n'a pas été de tout repos non plus. Il a fallu faire le mélange sur place, trouver le bon dosage et réaliser l'opération en une seule fois. Mais aujourd'hui, les fondations tiennent encore debout. Les piles terminées ont la forme d'un double H. Leur hauteur varie de 3 à 57 mètres et s'espace de 50 mètres en 50 mètres sur toute la largeur de l'estuaire. Comment elles sont solides ces piles? Oh là là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Elles sont bien ancrées? Elles sont bien ancrées. Elles sont bien ancrées. Là là. Oh là là. Ben ouais, c'est un travail qui ne... Faut pas rigoler avec ça. Faut pas rigoler. Le tablier a été réalisé avec des poutres préfabriquées en béton de 50 mètres de long. Ces poutres ont été poussées sur les piles grâce à un lanceur, mais la principale performance de l'ouvrage tient dans sa partie métallique. Des caissons fabriqués à Fos-sur-Mer et acheminés à Saint-Nazaire en passant par le détroit de Gibraltar. Ils ont été soudés sur place en gênant le moins possible la circulation des navires. La travée centrale de 404 mètres en a fait le pont à Auban le plus long de l'époque, un record mondial détenu pendant 8 ans. Lors de la conception de l'ouvrage, aucun pont à Auban n'avait atteint une portée de l'ordre de grandeur de 404 mètres. Les portées atteintes jusque-là étaient de l'ordre seulement de 300 mètres. Donc c'était vraiment une prouesse technique. Ce n'était pas une prouesse, mais c'était un dépassement de ce qui avait été jusque-là effectué. Avant d'être officiellement ouvert à la circulation, le pont doit être soumis à une série d'épreuves destinées à vérifier son comportement par rapport aux calculs prévisionnels. 14 camions ont donc été disposés sur le tablier central, soit 500 tonnes sur chaque travée de rive. Dans le prochain numéro, nous verrons que ce pont jamais inauguré a suscité bien des polémiques. Sa construction. C'était à l'époque le plus long pont à Auban et nous allons voir aujourd'hui qu'il a aussi fait l'objet de vives polémiques, notamment de la part des habitants du Sud-Loire qui contestaient son péage, considéré comme illégal. Et plus globalement, ce pont a été un scandale financier. Vous allez voir pourquoi dans ce deuxième numéro de Thierry Bercot et Jean-Marc Lallier. Publics ou privés qui prennent cette décision au jour le jour. Et j'en profite pour vous signaler la présence de l'inspecteur d'académie dans le journal régional. Suite de notre feuilleton de la semaine consacré aux 35 ans du pont de Saint-Nazaire. Lundi, nous évoquions l'aventure de sa construction. C'était à l'époque le plus long pont à Auban. Et nous allons voir aujourd'hui qu'il a aussi fait l'objet de vives polémiques, notamment de la part des habitants du Sud-Loire qui contestaient son péage, considéré comme illégal. Et plus globalement, ce pont a été un scandale financier. Vous allez voir pourquoi dans ce deuxième numéro de Thierry Bercot et Jean-Marc Lallier. Il n'est pas pour ce pont, il est pour piquer le pognon aux travailleurs. Payer le pont. Il en aura fallu des manifestations pour obtenir la gratuité du pont de Saint-Nazaire, un pont jamais inauguré officiellement. La lutte a commencé la veille de sa mise en service, le 17 octobre 1975. 2500 manifestants s'étaient donné rendez-vous au milieu du pont pour demander la liberté de passage. Ils ont été reçus à coups de lacrymogènes par les gardes mobiles.
Le lendemain, nouvelle manifestation mais plus pacifique. 2000 personnes bloquent le péage pour laisser passer gratuitement les voitures. C'est le début de la résistance. Les militants de l'époque s'en souviennent. On a été rackettés. Finalement, on veut sortir de chez nous, on nous fait payer. C'est donc aller naturellement, c'est la vie ordinaire. Et la vie ordinaire, elle était barrée par un racket, pour employer le mot. Et pour médiatiser la lutte, 2 syndicalistes CFDT ont décidé de faire le procès du péage. Ils ont refusé officiellement de payer le passage du pont et se sont retrouvés convoqués au tribunal d'instance à Saint-Nazaire. C'était le 25 juin 1976. Robert se souvient encore de ce grand moment. Il y a eu un vrai procès, avec un président qui a accepté, parce que je rappelle qu'il s'agissait simplement d'une infraction au code de la route, avec un président qui a accepté d'entendre les témoins, avec un procureur qui était un commissaire, lequel nous a expliqué que des choses, on ne devait pas refuser le péage et que lorsque l'on disait que c'était un racket, c'était tout à fait inapproprié puisque racket, il nous a expliqué ce que ça voulait dire, c'était en fait une association de malfaiteurs. En fin de compte, c'était bien ce qui se passait, la Société du Pont était bien une association de malfaiteurs. Dans cette société d'économie mixte créée en 1971, les groupes privés étaient majoritaires car ils avaient obtenu une dérogation grâce au ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Le traité de concession était un vrai jackpot, comme l'a montré plus tard un rapport de la Cour des comptes. Alliance entre financiers, gestionnaires et constructeurs se sont retrouvés à construire ce pont, à le financer, à le gérer sans avoir été jamais mis en concurrence avec qui que ce soit. Donc ils ont fait les prix qu'ils voulaient, ils ont choisi la rentabilité qu'ils voulaient. Et c'est l'usager qui a payé tout ça. Finalement, la gratuité n'a été obtenue que le 1er octobre 1994. Mais sans la contestation, les usagers auraient payé 16 ans de plus. Et prochain épisode, ce sera la fin des bacs de Mundun, conséquence de la naissance du pont de Saint-Nazaire. Concourait entre autres avec Barcelone, Reykjavik ou encore Nuremberg. Depuis le début de la semaine, nous évoquons le 35e anniversaire du pont de Saint-Nazaire. Ce pont a fait l'objet d'une longue lutte pour sa gratuité, nous l'avons vu précédemment, mais il a aussi marqué la fin des bacs de Mundun, ces bacs de Loire. Cela faisait près d'un siècle qu'ils se chargeaient de passer d'une rive à l'autre, hommes et cargaisons. Thierry Bercot et Jean-Marc Lallier ont rencontré le dernier passeur, Léon Bessot. Il a 89 ans. Ces dernières années, malgré la mise en service de bacs amphidromes, la traversée en alternance n'était plus suffisante pour assurer l'écoulement rapide d'un trafic automobile en constante progression. En dernier, on n'arrivait plus avec les banlieues de bagnole. Papa voulait la bagnole d'entrée, maman voulait la voiture, Fifi voulait la voiture. Alors il arrivait qu'il y avait 3 voitures par maison. Alors réfléchissez, à côté qu'il n'y en avait pas du tout. Ça fait du bruit ça. Hein. Comme moi j'ai connu Saint-Brévin, avec 2 voitures et un camion avec des pneus pleins. Et puis Morino de Saint-Jean. Léon a 89 ans, c'est le dernier passeur de Mundun. Il a été matelot pendant 33 ans sur les bacs. Le Saint-Christophe, le Duchesse-Anne, le Saint-Brévin, il a navigué dessus. Et puis tout s'est arrêté le 18 octobre 1975 avec l'ouverture du pont de Saint-Nazaire. Mais il se souvient bien de cette époque. Il n'y avait presque pas de voitures, mais on passait 700 personnes qui allaient travailler au chantier. On faisait une moyenne de dizaines de bateaux. Alors souvent, quand venait le week-end le soir, là c'était le double, c'était pire, parce que c'était tout le monde qui voulait venir à la même heure, c'était pas possible. Alors on finissait 10, 11 heures le soir. Eh oui, c'était pas des journées de 35 heures les gars, alors. Le franchissement de la Loire remonte à l'époque romaine, mais il faut attendre 1877 pour qu'un passage régulier soit assuré avec des vapeurs et des barges à voile pour les animaux. La cale date de 1835, avant on débarquait sur les rochers glissants. Les bacs ont servi pour le déblaiement de Saint-Nazaire et le 5 juillet 1958, ils ont fait traverser la caravane du Tour de France avec Anquetil et Robic. Le Tour de France, à cette époque-là, c'était quelque chose. Alors pour nous, au chantier, on a eu le droit, l'arrivée était à Saint-Nazaire, on avait le droit d'aller voir l'arrivée à Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'on avait le droit de débaucher un peu avant l'heure, je crois, je m'en rappelle plus tellement. Mais moi, personnellement, j'ai pris un jour de congé le lendemain. On ne compte plus les personnages qui ont emprunté le bac à Mundun, du président Auriol en 1947 jusqu'à un certain Léon Zitrone qui devait commenter des courses hippiques à Pornichet et qui a dû faire la queue comme tout le monde.
C'était prétentieux, hein. C'était un prétentieux. Alors, lui, il voulait passer devant tout le monde. Ça ne pouvait pas être possible. On ne pouvait pas. Il n'y avait qu'une priorité aux ambulances et aux pompiers. En tout cas, le pont a changé bien des choses. On était des marins de quelques heures, de quelques minutes, tous unis comme un bord. C'était vraiment un esprit de camaraderie. Ce qui est complètement foutu maintenant avec l'histoire du pont, évidemment. Chacun sa bagnole, on ne parle plus à personne et voilà. Oui, mais on n'arrête pas le progrès. Et vous pouvez voir ou revoir les précédents épisodes du pont de Saint-Nazaire sur notre site internet France 3 Pays de la Loire. Enfin, voici quelques images d'une... Il ne dépasse jamais les 12 km/h de moyenne. Alors on va rester dans le domaine de la route, on va parler du pont de Saint-Nazaire. Il a fêté au mois d'octobre, c'était le 18, c'est 35 ans. Il a été rénové il y a peu, il en avait besoin. Mais combien de temps peut-il tenir contre vents et marées qui l'abîment chaque jour? Il faut savoir aussi qu'il coûte très très cher au Conseil général de Loire-Atlantique qui s'en occupe. Thierry Bercot, Jean-Marc Lallier. Pour les spécialistes, le pont de Saint-Nazaire peut vivre 80 à 100 ans. Mais il a besoin d'un entretien régulier car le béton subit un phénomène incontournable, la corrosion provoquée par le sel. En sondant, on se rend compte que on voit tout de suite que ça sonne le creux, bien sûr, et les aciers manquent d'enrobage et donc s'oxydent dessous et qui souffle le béton. Et pour réparer ce désordre, on remplace la partie malade par du béton projeté en surépaisseur. Depuis 1995, le Conseil général consacre chaque année 1 200 000 € à l'entretien courant. Il a notamment changé des haubans, refait les joints de chaussée, démoli des bétons immergés. Mais pour consolider le viaduc sud, il va devoir débourser 20 millions supplémentaires. Ce programme de renforcement va consister à ajouter des câbles extérieurs aux poutres, c'est ce qu'on appelle de la précontrainte externe. Ces câbles sont comme des gros tendeurs qui vont redonner de la compression et qui vont effectivement compenser les pertes de précontrainte qu'on pourrait avoir. En fait, le pont a connu des petits soucis dès son origine. Il a un léger défaut, il pique du nez au milieu, une erreur de calcul qui ne remet pas en cause sa solidité. Il est également construit en forme de S, une modification de dernier moment pour maintenir la largeur du chenal en Loire. Normalement, il aurait dû être droit. Il y a eu aussi un contentieux avec le port autonome sur une pile située au nord. Les experts ont mis en cause un dépôt de sable qui aurait déplacé la pile N3, mais 30 ans plus tard, l'avocat du port a toujours des doutes. Les piles les plus importantes n'ont jamais connu de désordre. Paradoxalement, c'est la partie la moins exposée et les piles les moins hautes qui connaissaient des problèmes. Donc on peut quand même se poser la question de savoir si les enrochements ont été suffisants au départ. L'autre menace, c'est la mise en résonance du pont avec le vent. Un phénomène désormais étudié notamment à la soufflerie Jules Verne à Nantes. Tant que les ponts étaient courts, eh bien, ce phénomène n'apparaissait pas. Mais quand les ponts ont dépassé une certaine longueur, les haubans évidemment sont devenus de plus en plus longs. Et on a vu que ces haubans pouvaient être mis en vibration sous l'effet d'un vent faible et d'une pluie légère. C'était une nouvelle instabilité aérodynamique. Le 7 novembre 1940, aux États-Unis, le pont de Tacoma s'est écroulé après avoir vibré pendant 4 mois. Il avait d'abord commencé par onduler avant de subir des mouvements de torsion. À l'époque, on ne connaissait pas ces phénomènes de résonance. Allez, on va parler d'un parquet qui va résonner, on va parler de sport. Les basketteurs catalans de Barcelone sont arrivés à Nantes en début d'après-midi. Direction ensuite Cholet, ils ont d'ailleurs pris le quart de Cholet Basket.